Bonjour et bienvenue pour ce épisode de la série H-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle Long Shot, c'est du moi si tu peux dans la langue de Molière, traduction littérale évidemment. Il est réalisé par Jonathan Levine, il est sorti au cinéma le 15 mai 2019 et je l'ai vu au cinéma et en version originale. Je sais que c'est un petit peu étonnant que je vous parle d'un film techniquement avec Seth Rogen dedans, puisque c'est un type de comédie que je vois peu. Mais pour le coup, comme j'en ai vu quelques-uns et que je me dis que ce serait intéressant de vous brosser un petit peu mon point de vue sur ce mec et sur ce que j'appelle les Seth Rogen movies, puisqu'on peut vraiment dénoter d'un style qui lui correspond vraiment dans ses différents films. Alors j'avais pas prévu d'aller voir ce film, hein. Seth Rogen c'est qui les Seth Rogen movies c'est quoi? C'est 40 ans toujours puceau, Zach et Minnie font un porno, The Green Hornet, oui il y a ma petite fille en guest, hein, donc elle est déchaînée, ce sera peut-être encore plus sympathique, salute amore, ce sera peut-être encore plus sympathique que sur comment dire, la review d'Hellboy. Donc The Green Hornet, Paul aussi, vous savez, le film où il y a un extraterrestre doublé par Seth Rogen, donc qui est copain avec nos deux amis, nos deux acteurs anglais, dont j'ai oublié le nom, et qui tournent à chaque fois chez Edgar Wright, qui ont fait la trilogie des Cornetto. Je me souviens plus de leur nom, mais vous voyez qui c'est. Il a fait aussi This is the End, The Interview, Nos pires voisins, je crois qu'il y en a 3, 1, 2 et 3. Le film d'animation Sausage Party, donc vous voyez un peu le style. Donc le style des films de Seth Rogen, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est des comédies régressives, très souvent, c'est-à-dire avec un humour pipi caca et autres joyeusetés. Le pitch de départ est souvent malin. C'est par exemple la fin du monde à Hollywood dans This is the End, avec beaucoup de caméos où les personnages en prennent leur véritable nom. Oui mon cœur. On a aussi... une interview de Kim Jong-un, le truc impossible, le dictateur nord-coréen. Un remake d'un film de super-héros cheesy des années 60. Bref, c'est souvent des idées originales comme point de départ, vraiment. Ou alors c'est carrément des pitchs de départ de comédie classique. C'est des problèmes de l'époque qui sont tournés en dérision, comme 40 ans toujours puceau. Les problèmes de voisinage, le porno dans le couple, et donc la virginité tardive, hein, donc dans 40 ans toujours puceau, etc. Bref. C'est ce qu'on peut appeler des comédies beaufs dans les années 2010. Alors, quelque part oui. Perso, j'ai une appréhension en fait plutôt négative des films de Seth Rogen. Souvent, je trouve le pitch est une bonne idée, pour un résultat qui est parfois amusant, mais sans réel impact. Et c'est quasi toujours de l'humour franchement lourd. Ça tape rarement dans le mille. Mais j'y reviens plus tard avec ce film justement. On va juste parler un petit peu du réalisateur qui s'appelle Jonathan Levine, qui est un réalisateur qui a notamment fait All the Boys Love Mandy Lane, je crois qu'il s'est fait connaître grâce à ce film-là, que je n'ai pas vu, avec Amber Heard dans un slasher movie qui paraît-il est pas mal, mais que je n'ai pas vu. Donc s'il est intéressant, je vous ferai un retour dessus. Mais il a surtout réalisé Warm Bodies, qui est un film que j'avais trouvé, dont l'idée était pas mal du tout. C'était une variation intéressante sur le film de zombies. C'était pas un grand film, la fin notamment était un peu décevante, était un peu en deçà de l'originalité du film, mais il y avait quelques bons moments dedans. Le principe était tout bête, c'était qu'on était dans un monde entouré de zombies, bon le zombie lent, hein, vous savez le zombie à la Romero, celui qui marche à 2 à l'heure, façon The Walking Dead, et qui en quelque sorte est le zombie qui va redevenir quelque part humain. C'est un peu ça l'idée. Il y a une jeune fille qui rencontre un zombie et en fait le zombie veut pas la bouffer et elle se rend compte qu'il a carrément un crush sur elle, et en fait tout le film est basé sur la narration du zombie qui nous parle en voix off. Donc c'est assez intéressant d'avoir le point de vue d'un zombie. Ça va pas très très loin, mais l'idée est marrante, et il y a cette idée comme ça de devoir défendre quelque part des zombies dans un monde qui est envahi de zombies et qui ont bouffé les gens, bref. Vous voyez le genre, quoi. Donc c'était... Le point de départ était original, et finalement le film était pas génial sur sa fin, mais avait des moments intéressants. Bref, Jonathan Levine, c'est un mec qui peut avoir de bonnes idées. Et donc, pourquoi pas, je ne savais pas que c'était lui qui réalisait C'est du moi si tu peux, Long Shot, mais je trouvais l'idée intéressante pour le coup. Oui, j'ai oublié de le dire, mais le titre Long Shot, si j'ai bien compris, ça veut dire c'est un coup d'un soir, pour être vulgaire, qui est un bon coup. On appelle ça un long shot, c'est-à-dire que ça va pas être un one shot à comparaison, qui est juste voilà une fois, et c'est pas très intéressant, donc on n'y revient pas. Hein. Je sais, c'est triste, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui inventent des termes pour ce genre de choses. Et puis un long shot, c'est justement une personne qu'on va finir par revoir parce que justement c'était très bien sous-entendu sexuellement.
À noter aussi que le scénariste, c'est Dan Sterling, c'est le pote de Seth Rogen, hein. C'était le scénariste de The Interview, donc le film en Corée du Nord, sur l'interview de Kim Jong-un en Corée du Nord. Il a fait quelques épisodes de South Park et The Office, entre autres. Je le connais pas très bien, mais bon, c'est pas mal comme pedigree d'avoir fait de scénariser quelques épisodes de South Park, The Office. Et le principe de The Interview était intéressant, mais je ne l'ai pas vu, donc je peux pas trop en parler. Mais je trouve que ce qui réunit cette équipe, c'est un peu le même défaut, c'est des pitchs souvent intéressants pour un développement, voire des conclusions qui sont assez moyennes. Alors la question est de savoir si c'est pareil cette fois pour C'est du moi si tu peux. Je vais vous faire le pitch, hein, on va voir ça tous ensemble. Fred Flarsky est viré de son journal parce qu'il ne peut compromettre ses idées pour le nouveau propriétaire de son journal. Pour le soutenir, son meilleur ami l'emmène à un concert des Boyz II Men où il retrouve son ami d'enfance, son amour d'enfance même, Charlotte Field, devenue secrétaire d'État à la Maison-Blanche et, accessoirement, prochain candidat du Parti démocrate aux élections américaines. Alors que Fred ressemble à un grand ado attardé, et que Charlotte est le summum de la réussite américaine, elle va tout de même l'embaucher comme plume pour sa campagne politique. Bien que ses conseillers s'inquiètent de la voir se rapprocher d'un tel hurluberlu, Charlotte va irrésistiblement se lier à Fred et réciproquement. Vous avez compris la formule, c'est un personnage hétéroclite dans un milieu qu'il ne comprend pas et qui ne le correspond pas. C'est un principe simple, ça peut donner des comédies très très sympas. Et le film est, je trouve, pas mal sur ce point, notamment parce que Fred possède visiblement une bonne pub qui correspond effectivement à sa présence dans l'équipe de la politicienne, donc c'est assez logique. Le film est assez malin puisque la vision du travail politique est très naïf, ce qui a tendance à le décrédibiliser, mais les rapports des deux personnages sont cohérents. L'exemple, à un moment donné, Fred est très à gauche, et il fait un peu une crise de confiance à Charlotte parce que elle a fait des compromis, hein, ce qui est souvent l'enjeu des politiques et le travail des politiques. Oui, je vous avais dit qu'il y avait ma fille qui était là, donc il y allait avoir de la musique, du son, et là elle a trouvé sa balle à perles, donc vous allez avoir de la jolie balle à perles dans le fond. C'est comme ça, on verra, je vais tester voir si c'est audible malgré tout. Donc voilà, Charlotte a fait des compromis et elle le recadre par pragmatisme en lui disant voilà, si on fait pas de compromis on fait jamais rien, mais aussi elle le fait aussi comme patron, et ça c'est plutôt bien vu en lui disant c'est la dernière fois que tu me fais ça parce que voilà, sous-entendu je suis ton boss. Et le film tombe pas ici, je trouve, dans une vision romantique, politique, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais c'est moche ce que vous faites, et puis on aurait le politicien qui dirait oui c'est vrai au final. Donc on aurait ce discours un petit peu facile qui rend trop naïf la politique et qui rend les films politiques avec ce discours-là complètement invraisemblable. Alors je dis ça, mais c'est plus ou moins vrai dans les deux premières parties du film, ça devient de moins en moins vrai le film avançant. Après, globalement, je trouve que la relation entre Charlotte et Fred fonctionne vraiment bien, et c'est surtout grâce à Charlize Theron, hein, parce qu'elle est crédible en femme politique, en personne engagée aussi pour ses idéaux, mais qui est prête à faire des compromis. Je trouve que ça fonctionne aussi, mais elle est aussi vraiment crédible en vieille fille, vraiment seule, naïve aussi. J'aime bien, il y a un exemple où on la voit avoir une réaction surprise face à un épisode de Game of Thrones, et je trouve que c'est complètement crédible. Il y a quelque chose de frais, de crédible, de touchant dans cette séquence, parce qu'elle le joue très très bien. Entre parenthèses, si vous voulez pas vous faire spoiler la saison 7 de Game of Thrones, il vaut mieux pas voir ce film, hein, parce que là c'est méga spoil, hein, là si vous l'avez pas vu, vous gâchez un truc. Et il y a un truc de relativement lourd en plus. Bref, pour revenir à Charlize Theron, je trouve qu'elle apporte beaucoup de nuances au personnage. Elle a différentes facettes et je trouve qu'elles sont à chaque fois crédibles. Elle est très drôle dans sa capacité d'interprétation. Alors, j'en rajoute, elle est pas très drôle, elle est drôle parfois, mais globalement son personnage est surtout dramatique, je trouve, et il est crédible. Ce qui me fait penser que c'est vraiment une actrice intéressante, et c'est un peu dommage, je l'ai pas vu faire grand chose d'intéressant ces dernières années, à part des gros films d'action. Je l'avais vu dans Fast and Furious, enfin je sais pas, peut-être que j'ai mal suivi sa carrière, mais je l'ai pas vu dans grand chose que j'ai trouvé intéressant par rapport à son potentiel de jeu, mais bon, c'est mon interprétation. Et je dis que leur couple fonctionne, que le couple entre Charlotte et Fred fonctionne grâce à Charlize Theron, parce qu'en face, Rogen il fait du Rogen, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas, je trouve. Perso, je n'arrive pas à croire, c'est plutôt ça le problème, en ces personnages de comédie. L'exemple que j'ai, c'est The Green Hornet de Michel Gondry, qui est un film que je trouve très sympa, vraiment très sympa sur plein de points. C'est un film, je sais qu'il est pas mal détesté, mais moi je trouve qu'il y avait vraiment une touche, un ton qui fonctionnait très très bien. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à ce film-là, je trouve, mais
J'aurais aimé une suite où justement Rogen était plus en retrait, parce que même dans un film très sympa, je l'ai trouvé fatigant. En fait, Seth Rogen joue toujours un petit peu le même genre de personnage. C'est un personnage de grand enfant, qui dans le principe me pose pas de problème, notamment quand il est joué, on va dire, à 100%, un peu comme fait Will Ferrell, qui j'aime pas spécialement comme acteur, il me fait pas spécialement rire, honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des films Anchorman et tout ça dans lesquels il a joué, et d'autres films. Il y a des films avec lui que j'aime beaucoup, notamment The Other Guys, mais j'ai du mal vraiment avec son jeu. Par contre, j'arrive à croire à ces personnages parce qu'il les joue à 100%. Alors que Rogen, je trouve qu'il a toujours une sorte de distance ironique avec les personnages, ou par rapport aux situations, il les décrit un petit peu, et je trouve que ça enlève toute vraisemblance à ces personnages, ça les rend complètement creux à chaque fois. Je sais que ça fait rire, qu'il y a peut-être un humour comme ça absurde, assumé, que les gens apprécient, mais moi, perso, je trouve que ça enlève. J'arrive plus à croire, c'est plus assez absurde, ni assez ironique pour que je puisse y croire. C'est un petit peu, par exemple, la scène dans The Green Hornet, où il y a une poursuite en voiture, et lui, il est là en train de dire « Oui, oh là là, une poursuite en voiture, il manquait plus que ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Il commente ce qui se passe. Je sais pas, j'ai du mal à adhérer à cette manière de jouer et d'être le personnage. Et je trouve que ça vraiment enlève toute crédibilité à ces personnages comiques. Et c'est vraiment dommage parce que dans les drames, Rogen, il est vraiment bon. Il est notamment excellent dans le film Steve Jobs de Danny Boyle, où il a un dialogue avec Michael Fassbender en le rôle de Steve Jobs, qui est horrible, quoi, tout simplement. Lui, il demande quelque chose, Rogen lui demande quelque chose de légitime, et c'est une excellente séquence où Rogen est vraiment excellent. Rien à dire dans son jeu d'acteur. C'est vraiment dommage que ce mec fasse pas plus de films dramatiques, ou de films tout simplement, entre guillemets, sérieux, parce qu'il est très bon. Mais j'imagine que il en fait pas plus parce que son fond de commerce, c'est la comédie. Alors je suis pas en train de dire qu'il essaie pas de donner des messages dans ses films, notamment ses pitchs sont très intéressants et sous-entendent qu'il a envie de raconter quelque chose au travers des films dans lesquels il joue. Malheureusement, ça fait souvent pchit. Il y a de bonnes idées de base et ça arrive rarement sur quelque chose d'intéressant in fine. Et du coup, c'est un petit peu la limite, je trouve, de son cinéma. Je dirais même que c'est un peu un nouveau Adam Sandler dans le genre, quoi. C'est le comique américain qui fait aller le public au cinéma, quoi. Mais bon, après, la comparaison est un peu grossière parce que Rogen au box-office, c'est entre 50 millions et 100 millions de dollars, alors que Adam Sandler, il a quand même franchi la barre des 200 millions de dollars de box-office, 300 millions avec des comédies, quoi, notamment avec les films Hotel Transylvanie. Donc c'est une comparaison un peu tirée par les cheveux, parce que mais Rogen reste très rentable, et sur le sol américain, ça marche vraiment bien son humour. Après, pour revenir au film, l'humour du film est un peu en dents de scie, on a des choses franchement pas réussies, où je trouve qu'ils ne fonctionnent pas, comme Bob Odenkirk, qui joue le rôle de Saul Goodman dans la série Better Call Saul, où c'est le fameux Saul Goodman de la série... Breaking Bad, où il est excellent. Le fameux avocat, là, pour l'escroc, entre guillemets. Et là, dans ce film-là, donc dans C'est du moi si tu plais, il joue un président qui veut, grosso modo, devenir un acteur de télévision, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire, ça crée des situations, on le voit jouer des scènes de sa propre vie. C'est un président qui tourne dans une série où il joue le président. Vous voyez, déjà, c'est relativement absurde, ça pourrait être drôle, mais je trouve que le film en fait rien de réellement intéressant, et on se retrouve du coup avec des scènes pas vraiment très drôles, que le gars essaie de jouer un peu comme ça, je sais pas, j'ai vraiment pas compris ce qu'ils essayaient de faire, je trouvais que ça fonctionnait pas, et on l'a vu en version originale, ça m'a laissé franchement froid, j'ai entendu personne rire dans le cinéma, ça, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, donc c'est une fausse bonne idée. Vous savez, c'est les comédies comme ça, familiales en général, on case des personnages qui sont supposés décalés, souvent c'est le meilleur ami, le patron, et des gens comme ça qui sont tellement décalés qu'ils vont proposer du rire et de l'humour en étant justement décalés. Là, pour le coup, la tentative faite avec le personnage de Bob Odenkirk, donc du président, n'est pas très intéressante. Vraiment, ça fonctionne pas. Par contre, j'ai une vraie surprise avec Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård, c'est notamment ma femme qui me l'a fait découvrir dans la série True Blood, où il était plutôt bon, je ne sais plus le nom du vampire qu'il jouait, mais bon, il avait un des 3 rôles principaux. Et ouais, il était pas mal du tout. Hein. Alors, pour vous donner un peu la description du mec, c'est 2 mètres, blond, plutôt musclé, yeux bleus. Enfin voilà, une sorte de presque une caricature, entre guillemets, d'ange, un peu nazi sur les bords, mais quand même.
et vraiment du charisme, quoi, le mec, pas de problème avec ça. Et du coup, il commence à avoir une carrière de cinéma, puisqu'on l'a vu dans un film dernièrement qui s'appelait Les Cœurs Ennemis, si je dis pas de bêtises, avec Keira Knightley, où il jouait le rôle d'un Allemand qui avait donc vécu le nazisme sans être un nazi, et qui avait comme ça des vertus rassurantes. Enfin voilà, il est très bon dans le rôle, il est charismatique, ça fonctionne vraiment bien. C'est dans un film qui se passe un peu... j'en ferai pas de critique, alors je vous en parle un tout petit peu, mais c'est un film qui se passe juste après la guerre, et c'est des Américains qui se retrouvent à vivre... des Anglais, pardon, qui se retrouvent à vivre dans une villa allemande, qui appartenait donc à la famille d'Alexander Skarsgård, et donc il s'installe une sorte de cohabitation, plus ou moins compliquée, et évidemment il y a une histoire entre lui et la femme de cet Anglais, alors qu'elle, à la base, elle déteste les nazis. Donc voilà, c'est franchement pas un grand film, mais lui dedans était très bien, et là, deuxième surprise, je l'avais trouvé très... Parce que dans True Blood, je trouvais la série trop inégale pour savoir s'il était vraiment bon, et là, dans Les Cœurs Ennemis, j'ai trouvé qu'il fonctionnait vraiment bien, qu'il était un bon acteur, et là, dans Séduis-moi si tu peux, mais il est très très bien, vraiment. On le fait jouer une sorte de caricature de Justin Trudeau, et il est très drôle, quoi. C'est assez étonnant à quel point ils ont réussi quelque chose de comique qui tient la route. Il a ce côté politicien, lissé, en même temps très belle image, qui a été complètement construite et artificielle. Et il y a notamment une séquence très drôle où il montre son sourire, parce qu'il drague Charlize Theron assez frontalement, les médias les voient ensemble, bref, vous voyez le genre. Et il lui montre un sourire qu'il a dû travailler, un sourire qu'il a dû inventer pour sa carrière, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne vraiment très très bien. C'est très drôle comme séquence, et Alexander Skarsgård a vraiment pour le coup un potentiel comique que je ne lui soupçonnais pas. Je serais curieux de le voir dans des comédies, honnêtement. Sachant qu'il est bon pour jouer dans des films classiques et dans des films dramatiques, mais c'est un mec qui est en train de s'ouvrir un potentiel, je pense, de films et de possibilités d'acteurs assez étonnantes. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Alexander Skarsgård qui montre là vraiment un potentiel comique, dramatique selon le dernier film où je l'ai vu, qui est vraiment très bon, et je serais curieux de le voir maintenant dans sa carrière aller un peu plus loin, tester des choses un peu plus compliquées, peut-être obtenir un rôle dans le MCU par exemple, vous voyez, dans un film de super-héros, voir un peu ce que ça donne. Je serais curieux, franchement. Belle réussite que ce personnage-là, et peut-être un des moments rafraîchissants du film pour le coup, ça fonctionne très bien. Après, malheureusement, je trouve que le reste des gags du film sont ou pas forcément très drôles, juste mignons, ou franchement lourds. Et c'est dommage parce que globalement le film est intéressant et surtout un pur discours féministe, indirect, plutôt malin. Alors je spoil légèrement, mais Fred va donc être avec Charlotte, on s'en doute, ils finissent par être ensemble, mais ça nuit à la carrière de Charlotte parce que c'est un glandu, ce qui est plutôt vraisemblable en termes d'image. C'est plutôt compliqué de porter un grand enfant comme ça dans une campagne politique contemporaine des années 2018-19. Je trouve ça plutôt juste. Et Fred, du coup, se retrouve dans la position de nombreuses femmes qui ont été des amantes d'hommes politiques, à devoir choisir s'il doit en quelque sorte mettre sa vie de côté et ainsi de suite. Ce qui est une fin pour le coup assez originale sur ce point. Oui, le film est intéressant, c'est dommage un peu à ce niveau-là parce que le discours féministe indirect est plutôt malin. Donc j'ai spoilé légèrement, mais grosso modo Fred et Charlotte finissent par être ensemble, mais le fait que Fred soit un glandu, ça nuit un peu à la carrière, à la visibilité de Charlotte qui veut devenir présidente et qui du coup a besoin un peu d'un côté d'une communication qui soit quelque part impeccable. Et du coup Fred se retrouve dans la position de nombreuses femmes qui ont été des amantes d'hommes politiques, et du coup ça donne un petit côté, j'ai dit beaucoup de fois du coup, une fin très originale je trouve sur ce point. On insiste bien sur le fait que Fred va devoir grosso modo sacrifier sa vie, sa manière d'être pour elle, et je trouve que c'est une fin qui est plutôt maligne dans ce sens. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas tout spoilé, il y a un gros moment de retournement de situation, mais c'est pas mal, j'ai trouvé cette originalité-là intéressante, notamment parce qu'elle se double d'un discours sur la gauche radicale, entre guillemets, et son incapacité à un moment donné à supposer, à proposer des choses avec du compromis dedans, ce qui est plus ou moins malin avec un discours, notamment on revoit le rapport à son meilleur pote, où lui-même a beaucoup de préjugés. En fait, c'est une gauche radicale qui serait un peu conne, donc c'est pas non plus un discours très très fin. Encore une fois, le film au niveau politique est assez naïf. Et c'est pour ça, malheureusement, que je dirais que c'est pas un bon ni un grand film non plus. C'est un film sympathique, mais je trouve que le film souffre en fait de devoir être une comédie tout le temps. Il refuse d'assumer le changement de ton qui aurait fonctionné dans la troisième partie, et en plus, l'humour de Rogen
le côté de la vision de la drogue qui est complètement cucu. On a une scène avec du sperme en mode oh mon dieu que c'est choquant. Enfin vous voyez c'est lourdingue, ça manque de finesse, c'est bas du front et c'est dommage. Ça mon cœur, j'ai pas fini. Bref, c'est pas un grand film. Mais ça me permettait un petit peu de vous faire un retour pour conclure sur ce que propose Seth Rogen comme cinéma et les limites un petit peu de son cinéma. C'est souvent des idées originales, mais je trouve que ça décolle pas vraiment. En fait, c'est pas très intelligent. Je sais que c'est dur dit comme ça, mais il me semble que ça a un côté provoquant, ça a un côté franc-tireur dans les sujets qu'il ose aborder. Une interview de Kim Jong-un, c'est bien vu. La fin du monde à Hollywood, ça aurait pu vraiment tirer à feu nourri sur la superficialité d'Hollywood, et ça aurait été intéressant. Mais au final, ça va pas dans cette direction-là, ça propose des choses qui ramollissent les idées de départ. C'est dommage. Et c'est un peu la même chose pour Long Shot, même si pour le coup c'était original d'avoir ce point de vue un peu indirect sur le féminisme. Voilà, bah écoutez, ça a été compliqué comme enregistrement, j'espère que ce sera écoutable. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous savez, vous pouvez Facebooker, tweeter, YouTuber, on va tous partager tout ce que vous voulez. Surtout, donnez-moi votre avis si vous avez vu ce film ou sur la filmographie de Seth Rogen, ça m'intéresse énormément. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao. Tu dis ciao ciao, amore? Ciao, ciao.